Alors, je pense qu'on va pas tarder à démarrer. Je ne sais pas si c'est parti. Alors oui, ça a l'air d'être lancé. On a eu un petit souci technique. On était sur Facebook et là, on est passé sur YouTube. C'est pas grave. Et on attend encore Philippe Varin. Je pense enfin, il va prendre en cours de route. Euh, eh ben, écoutez, je pense on va se lancer. Alors, ben, un grand bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent ou qui vont nous rejoindre dans quelques minutes. Je- S'il y a déjà une personne, ça va arriver. Voilà. OK. Euh, Alors, bienvenue à cette soirée de la revue Carmonde. Donc, soirée autour du numéro 260 de la revue Carmonde, intitulé L'écrémage des pauvres, retour sur l'histoire. Euh, donc, pour les personnes qui nous rejoignent à distance, n'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous voulez vous abonner donc, à la revue Carmonde. Je vous montre le numéro 260. Euh, on- Alors, avec nous pour explorer un peu ce thème de l'écrémage des pauvres, on a donc Romain Huret. Donc, vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et historien, notamment spécialiste des États-Unis. Euh, Bonsoir. Bonsoir. Et Tout nous à avons fait. aussi Jean Tonglet. Donc, Jean, toi, tu es volontaire permanent d'ATD Carmonde et directeur de publication de la revue Carmonde. Et normalement, on attend aussi donc Philippe Varin, qui est ancien directeur de recherche au CNRS et cofondateur de l'Observatoire des non-recours aux droits et services, donc l'ODENOR. Donc, il va nous rejoindre un petit peu plus tard. Donc on va attaquer ce sujet de l'écrémage des pauvres. Alors, l'expression est peut-être un petit peu... voilà, va falloir un peu l'expliquer, je pense, pour nos internautes qui ne sont pas familiers forcément de ce concept-là. Peut-être une première question pour Jean. Déjà, comment vous, à l'équipe de la revue Carmonde, vous êtes arrivé à ce sujet-là? Pourquoi ce thème de l'écrémage des pauvres et à quoi il fait référence? Et notamment, il semble il est lié aussi à une personne qui a été très importante pour ATD Carmonde, que tu vas nous présenter. Voilà, à toi. Oui, bonsoir. Oui, alors ce numéro, il est né d'une opportunité, disons, mais c'est plus ancré que ça quand même. C'est pas simplement une opportunité. Il y avait un désir de notre part de marquer d'une façon ou d'une autre le centième anniversaire de la naissance d'Alwine de Vos van Steenbeek, qui fut une pionnière du mouvement aux côtés du père Joseph Brzezinski et qui a développé toute la dimension recherche et puis toute la dimension politique internationale du mouvement jusque dans les années 2000. Elle est décédée en 2011 ou 2012 et elle était née en 21, donc elle aurait eu 100 ans cette année. Donc on voulait lui rendre hommage et on trouvait que vu qu'elle a quand même joué aussi un grand rôle pour la revue Igloo d'abord, puis pour la revue Carmonde, on pensait que la meilleure façon de lui rendre hommage, c'était de publier un article d'elle. Et j'avais dans ma tête depuis très longtemps l'idée de publier un jour en français cet article qui a été publié initialement et uniquement jusqu'à présent en anglais aux États-Unis sous le titre Creaming the Poor, l'écrémage des pauvres. Et donc, on s'est dit, mais voilà, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ça? Alors, c'est un article qui est un peu hors format par rapport à nos standards habituels. On a des articles plutôt de 5-6 pages. Là, on est franchement au-delà de la dizaine. C'est un article assez long. Mais on s'est dit qu'il valait la peine parce qu'il soulevait une question qui était absolument fondamentale. Et puis on s'est dit, il ne suffit pas simplement de publier cet article-là pour rendre hommage à une personne qui n'est plus ici, mais on va essayer de trouver 3 ou 4 personnes qui puissent nous dire comment aujourd'hui, le recevant aujourd'hui, cet article peut encore parler
par rapport aux questions de la pauvreté de notre temps, qui ne se posent plus exactement de la même façon, évidemment. Nos sociétés évoluant ne se posent plus de la même façon que dans les années 70, puisque ce texte date de 1970. Alors voilà, donc c'est ça le point de départ. Alors pourquoi ce texte m'a toujours paru et nous a toujours paru un texte important? D'une certaine manière, Axel Brodier, qui écrit aussi dans ce numéro, pose bien le problème. Elle dit, dans le fond, ATD, Carmonde, est né dans le bidonville de Noisy-le-Grand en réponse à l'écrémage. En fait, j'avais pas réalisé cela moi-même. C'est en lisant son article que j'ai pu visualiser cette notion-là. Effectivement, à Noisy-le-Grand, si on regarde bien, le camp de Noisy-le-Grand, il a été créé après l'appel de l'abbé Pierre en 1954. Il y a des gens qui avaient été relogés dans des tentes, etc., dans l'urgence, et qui ont été relogés. Et ceux qu'on n'arrivait pas à reloger, on les a mis sur cette ancienne décharge et on a construit les baraques du camp de Noisy-le-Grand. Et puis, donc c'était un premier écrémage. Et puis, il y a eu un second écrémage parce que les sociétés d'HLM, quelles qu'elles soient, acceptaient de prendre les plus aptes, entre guillemets, de ces familles, de les reloger, et donc restaient dans le camp, et ne restaient dans le camp, et de plus en plus seules, que les familles réputées peu aptes à s'adapter à un logement ordinaire. Et donc, on assistait à un appauvrissement et un dépérissement par l'abandon de toute une population. Et c'est ça que, sans utiliser le mot écrémage à l'époque, ce concept, enfin ce mot est né vraiment en 70. Donc c'est toujours comme ça à Télé Carmonde d'une certaine façon. La théorie, enfin les choses ne naissent pas d'une théorie, on n'avait pas une vision en disant voilà, ça c'est l'écrémage et on va le démontrer. Non, on a observé des choses et puis à un moment donné, en 1970, grâce aux liens qui avaient été créés avec la guerre contre la pauvreté et les chercheurs engagés dans cette guerre contre la pauvreté aux États-Unis et les praticiens aussi, on a pu théoriser cette notion dans cet article qui est coécrit par Alvin DeVos et par deux sociologues des États-Unis. Eh ben, la transition est toute trouvée vers Romain Huret. Donc, effectivement, cet article, l'écrémage des pauvres, il arrive dans un contexte aux États-Unis, donc fin des années 60, début des années 70. Est-ce que vous pouvez un peu repréciser quel était le contexte à cette époque-là, et notamment les politiques publiques en direction des plus pauvres à cette époque? Je crois que le contexte dans lequel l'article est écrit est très intéressant, et c'est le contexte d'une désillusion de toute une génération de réformateurs sociaux, de gens très engagés dans les politiques de lutte contre la pauvreté, qui ont eu un grand rêve dans les années après la Seconde Guerre mondiale, et ils ont eu l'espoir qu'on pouvait arriver à éradiquer, à supprimer la pauvreté en mobilisant toutes les forces américaines, toute la puissance américaine, et on pouvait faire dans la lutte contre la pauvreté ce qu'on avait fait pour la création de la bombe atomique pendant la Seconde Guerre mondiale ou la victoire contre le nazisme. Si on mobilise toutes ces forces, on va arriver à vaincre la pauvreté. D'autres médecins spécialistes rêvent aussi de vaincre le cancer en disant si on met l'argent, si on met les forces, si on met la puissance américaine, la bureaucratie américaine, on va réussir à vaincre la pauvreté. Et cette génération s'est mobilisée. C'est une génération de fonctionnaires, de statisticiens, d'économistes, de réformateurs qui ont ensemble travaillé dans les années 50 de manière très, très invisible. Ils travaillent autour de la question de la pauvreté. Ils vont mettre en place le premier seuil de la pauvreté aux États-Unis. Ils vont essayer de l'analyser, de la comprendre, de multiplier les indicateurs, et ils vont réfléchir à des solutions. Ils vont mettre sur la table plusieurs solutions, et ils sont persuadés que ça va marcher. Et coup de bol, en 1963, dans un contexte un peu exceptionnel, c'est au lendemain de l'assassinat de Kennedy, donc il y a une très grande émotion dans le pays, le président qui lui succède, Lyndon Johnson, décide de les écouter, de dire très bien, banco, on va y aller. Et en janvier 64, il annonce une guerre contre la pauvreté, ce qui est exceptionnel dans le pays, quand on voit ce qui s'est passé après, ce qu'on voit ce qui s'est passé avant. C'est la seule fois au XXe siècle, voire dans l'histoire du pays, que le président des États-Unis annonce une guerre
contre la pauvreté. Et il promet qu'en 1976, c'est la promesse du président, 200 ans après l'indépendance des États-Unis, il n'y aura plus de pauvres aux États-Unis. Ce sera terminé. Le pays sera le pays le plus prospère du monde, avec seulement des membres de la classe moyenne. Et on aura supprimé la pauvreté. Et ces spécialistes, dans l'ombre, ont des solutions. Ils ont des solutions très techniques, un revenu minimum garanti, des transferts d'impôts, une amélioration de l'assistance sociale. Donc, ils multiplient les propositions. Ils vont un petit peu, même souvent, se disputer. Et ça ne va pas se passer comme prévu. Et l'article qui est écrit, c'est l'article non pas de l'échec, parce que des choses ont été adoptées, il ne faut pas noircir le tableau, mais en tout cas, ce grand rêve, le rêve qu'on va, en mettant tout autour de la table, on va réussir à éliminer la pauvreté, ça n'a pas marché. Et qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est précisément l'écrémage des pauvres. Ils se rendent compte que les grandes solutions qu'ils ont voulu adopter, le projet, par exemple, d'un revenu minimum qui est redistribué par le biais de l'impôt, sont sans doute de très, très bonnes idées, mais elles échouent à toucher la cible, à savoir les plus pauvres. Et d'analyse en analyse, ils se rendent compte que pour bénéficier de cette mesure, qui est probablement une bonne mesure, d'ailleurs un crédit d'impôt, si vous êtes pauvre, donc ça vous permet d'avoir des revenus supérieurs au seuil de pauvreté, il faut d'abord avoir une adresse fiscale. Il faut avoir une adresse tout court, puis il faut payer les impôts. Et donc, ça va éliminer la très grande pauvreté qui augmente au même moment, qui se féminise aussi. Beaucoup de femmes sont atteintes à la fin des années 60, au début des années 70, par la très grande pauvreté, la très grande précarité, se retrouvent sans emploi, sans adresse, sans numéro fiscal. Et donc, il y a le sentiment d'un échec générationnel, et je pense que l'article, c'est ce qui est très intéressant, il porte la marque de cette désillusion avec l'idée que ce qui peut-être n'a pas marché, c'est cette vision par le haut, cette vision très ambitieuse, je crois, et vous le savez sans doute mieux que moi, mais tous ces très grands plans contre la pauvreté ou les zéro SDF, enfin, toutes ces promesses électorales donnent malheureusement rarement de bonnes choses, parce qu'il y a une vision très surplombante, comme on dit en sciences sociales, par le haut, pour tout d'un coup faire en sorte que le pouvoir de l'État arrive et d'un coup de baguette magique arrive à supprimer la pauvreté. Et donc l'article arrive dans ce contexte d'une grande désillusion. Quand j'ai écrit sur c'est les sociologues avec lesquels elle a travaillé, ces plus pauvres, j'ai pas du tout un regard très négatif ou hyper critique sur eux. Je crois que c'est toute une génération qui était très soucieuse de vouloir éradiquer cette pauvreté pour des raisons à la fois morales, éthiques, religieuses, et qui était persuadée que la science américaine, la technique américaine, l'État américain était capable de faire ça, était capable, en se mobilisant, de supprimer la pauvreté des rues américaines. Et donc, c'est un peu la gueule de bois en 72, 73, quand elle va aux États-Unis, quand elle rédige l'article. Il y a une très, très grande désillusion et d'une certaine manière, ça annonce la fin d'un cycle, puisqu'on sait qu'après coup, on va voir arriver des politiques conservatrices qui vont souvent être très, très dures avec les plus pauvres et qui, bien évidemment, vont encore plus écrémer les plus pauvres. Mais dans cet article, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il y a comme un pressentiment de la défaite qui arrive. Ils ont échoué et ce qui arrive après ne sera sans doute pas meilleur que cela. J'ai pensé beaucoup, je ne sais pas si les gens qui nous regardent connaissent ce très beau documentaire de Fred Wiseman qui s'appelle Welfare. Donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un documentaire dans un centre d'assistance sociale en 1974 à New York, où on voit des gens très pauvres, souvent atteints de handicap, d'addiction, etc., qui vont dans le centre d'assistance sociale et qui demandent des aides. Et il y a des interactions assez surréalistes avec les fonctionnaires qui sont là, les travailleurs sociaux. Et on voit bien le processus d'écrémage. On voit que les gens ne comprennent pas le système qui est très compliqué aux États-Unis. Le système d'assistance est très compliqué. Et donc, il y a une incompréhension, il y a des discussions assez surréalistes où les uns et les autres ne se comprennent pas. Et en lisant l'article, je pensais beaucoup à ça, c'est-à-dire à ce qu'est devenu ce système qui devait éradiquer. En fait, ça devient, ce que j'avais dit dans le livre que j'avais écrit, ça devient un système incompréhensible pour tout le monde. Pour les travailleurs sociaux d'un côté, pour les plus pauvres eux-mêmes, ça devient extrêmement compliqué. On le passe à la moulinette de l'État, du politique, de la bureaucratie. Et ça devient, et c'est un paradoxe très triste, ça devient une formidable machine
à exclure, hein, des gens qui ont droit, mais qui finissent par ne pas réclamer les droits parce que c'est beaucoup trop compliqué. Et en cela, il y a un vrai drame, une vraie tragédie, hein, de cette génération d'hommes et de femmes, hein, qui se sont beaucoup engagés dans la pauvreté, mais qui n'ont peut-être pas trouvé les moyens de venir en aide aux plus pauvres. Alors oui, il y a effectivement des désillusions, mais il y a aussi l'envie de comprendre ce qui s'est passé. Et je pense que l'article, c'est une tentative d'analyse aussi de pourquoi ça a foiré. Et alors peut-être si on rentre un peu dans le détail de cet article, il y a plusieurs étapes de l'écrémage. Je ne sais pas si, Jean, tu peux peut-être donner quelques éléments là-dessus, sur voilà, comment il se fait, quelles sont un peu les étapes de l'écrémage. Il y a beaucoup d'entrées possibles. Je dirais que ce qu'a dit Romain Huret d'abord est fondamental. Des politiques qui surplombent, qui viennent par le haut et qui ne sont pas construites par le bas avec la participation des gens, aboutissent forcément à ce que, enfin, c'est un des facteurs qui anticipe déjà sur l'écrémage. Un deuxième facteur, c'est ce qui a beaucoup joué, notamment dans cet échec relatif aux États-Unis et qui contribue aussi à l'échec de certaines de nos politiques ici, c'est l'obligation d'avoir des résultats dans des délais relativement courts. Et ça crée une pression, notamment une pression des pouvoirs subsidiants sur les organisations qui mettent en œuvre des politiques de promotion. Si on prend l'exemple, par exemple, des entreprises ou des ateliers d'insertion professionnelle, si vous avez une espèce d'obligation de résultat d'avoir remis en selle au niveau d'un emploi un contrat à durée indéterminée ou un contrat à durée déterminée, quelqu'un qui était passé dans votre entreprise d'insertion, si vous avez une obligation d'un certain pourcentage, vous allez nécessairement être amené à choisir à l'entrée dans l'entreprise d'insertion, à choisir des jeunes ou des jeunes gens, des jeunes femmes avec qui vous avez le plus de chances d'obtenir le résultat qu'espère le pouvoir subsidiant, et donc qui permettra que votre convention soit renouvelée, etc. etc. Ça, ce sont des phénomènes qu'on observe. Mais il y aurait bien d'autres choses encore à ajouter, mais en fait, c'est un ensemble de choses qui font qu'en fait, aussi les mesures sont souvent partielles, centrées. Romain parlait du revenu, d'un revenu minimum ou d'un crédit d'impôt. Voilà. Bon, on a souvent procédé de cette façon dans plusieurs pays. On pense qu'il y a une clé d'entrée qui peut être le revenu. À Noisy, ou avec l'histoire dans les années 60, c'était le logement. On pensait que si on donnait un logement à quelqu'un, ben, ça allait être une espèce d'engrenage positif. Il allait se réinsérer dans la société à partir du logement. Et c'est pour ça qu'on a créé les cités de transit, etc., etc. Et puis on s'est vite rendu compte qu'en fait, le logement tout seul, sans une action pour permettre aux hommes et aux femmes d'accéder au travail, pour permettre aux enfants d'aller à l'école et d'y réussir, pour permettre aux gens de se soigner, etc., ne pouvait pas aboutir, qu'il fallait une politique d'ensemble prenant en compte toutes les dimensions de la personne, avec un accompagnement dans la longue durée, souvent. Et c'est ce projet-là qui était, dès le début, dans la tête de Joseph Brzezinski, quand il est arrivé à Noisy, et qu'il a traduit à un moment donné dans le projet de cité de promotion familiale. Mais on sait très bien que ce genre de projet mobilise beaucoup d'énergie, mobilise beaucoup de force, et ne permet pas des résultats extrêmement rapides. Mais pourtant, c'est le seul remède à l'écrémage.
Alors, on va prendre une première question des internautes qui nous suivent. Donc, c'est pour vous, Romain Huret. Alors, c'est à propos du président Johnson, donc président de la première puissance capitaliste. Y croyait-il vraiment à Oui. cette guerre contre la pauvreté? Je crois qu'il y croyait vraiment, d'une part, parce que lui-même était un ancien instituteur, hein, issu d'un État des États-Unis, le Texas, qui a des comtés très pauvres, hein, et donc il a lui-même connu la pauvreté enfant. Il a été entouré de pauvres quand il était instituteur, et donc il avait une, une véritable envie que la pauvreté disparaisse du pays. Voilà. Pour lui, il était inadmissible, hein, surtout dans cette période de guerre froide, hein, contre le modèle soviétique. Il était inadmissible qu'il y ait encore des pauvres aux États-Unis, et il fallait leur venir en aide le plus rapidement. Après, le problème, ça renvoie à ce qu'a dit Jean. Il y a quelqu'un qui a dit de lui qu'il voulait lutter contre la pauvreté avec des bulldozers et des pelleteuses. C'est-à-dire il fallait faire ça en 2 ans. C'est-à-dire en 2 ans, on pouvait tout d'un coup supprimer les pauvres en leur donnant du travail, etc. Et ça pouvait être fait très, très rapidement. Donc, je crois qu'il avait à la fois une envie de lutter contre la pauvreté, mais dans le même temps, un blocage, hein, sur euh, les solutions qui sont des solutions lentes, on le sait très bien, hein, adaptées, micro. Hein, je pense qu'il n'y a pas une solution qui convient presque à plus de 2 pauvres. Enfin, ça prend beaucoup de temps, ça se fait dans l'épaisseur, dans un pays comme les États-Unis qui est très grand, hein, et à chaque fois qu'on lui disait que c'était compliqué parce que il y a un écho à un programme d'éducation préscolaire dans l'article qui s'appelle Head Start, qui est un programme qu'aimait beaucoup Johnson. C'est un programme d'éducation préscolaire. Aux États-Unis, il n'y a pas d'école maternelle et d'école primaire pour les plus pauvres. Et vous commencez l'école à 6, 7, 8 ans. Et tous les spécialistes d'éducation disent bien que le retard accumulé jusqu'à 7 ans est souvent impossible à rattraper. Et donc, Johnson accepte de créer un programme d'éducation préscolaire pour les plus démunis. Mais le programme, il est universel en quelque sorte. On va ouvrir des centres Head Start d'abord pendant l'été, puis pendant l'année, dans un certain nombre d'endroits aux États-Unis. Mais très vite, on se rend compte que c'est très compliqué parce que il y a des enfants qui ne parlent pas anglais, les enfants de familles hispaniques. Donc, comment vous faites quand les cours sont en anglais? Il y a dans les milieux ruraux, dans les campagnes, comment est-ce qu'on fait avec des centres qui sont ouverts l'été, quand pendant l'été, les enfants vont aider les parents pour les récoltes. Enfin, bref, on se rend compte très vite que cette vision par le haut, hein, ne marche pas. Et c'est vrai, quelqu'un comme Johnson et souvent les présidents, hein, ont envie que ça aille vite, hein, parce que c'est le temps dont parlent les gens. Ils ont des objectifs à mi-mandat et à mandat, hein, et malheureusement, ça prend beaucoup plus de temps. Donc, un regard assez mitigé à la fois sur son envie, mais dans le même temps sur peut-être il faudrait peut-être éduquer nos politiques aussi pour qu'ils comprennent le temps nécessaire à supprimer la pauvreté. Effectivement. Et alors, dans votre article, vous mettez aussi en évidence l'importance des biais et des préjugés dans le processus d'écrémage. Enfin, voilà, quels sont-ils et comment ils affectent l'accès aux droits, notamment peut-être d'abord à cette époque? Ouais. Ils sont importants parce qu'il y a dans les années 60, il y a une obsession, y compris parmi ces réformateurs, hein, qui est le pauvre masculin. Et ils sont obsédés par l'idée que l'homme chef de famille n'ait pas de travail ou soit pauvre. Et donc, toutes les recherches, tout leur travail porte essentiellement sur la figure du pauvre masculin. Et progressivement, ils se rendent compte que la pauvreté, comme je l'ai dit tout à l'heure, se féminise énormément. Et cette féminisation change complètement la donne, hein, puisque c'est plus seulement un problème de famille avec un chef de famille masculin et pauvre, c'est un problème de femmes qui vivent seules avec des enfants, et ça se développe dans la plupart des États. Et donc, il y a une analyse qui est complètement faussée. Il faudra beaucoup de temps pour qu'eux-mêmes se rendent compte de l'évolution, parce qu'ils sont un peu aveuglés à la fois par des préjugés importants. On croit alors que la famille traditionnelle est indispensable. On veut donner ce rôle-là à l'homme, au chef de famille.
Et donc, on biaise un petit peu les études et les enquêtes, hein, et progressivement, on va devoir changer. L'autre biais qui est très, très important, ça va être les familles afro-américaines, les familles noires, hein, qui vont être victimes souvent de préjugés, qui vont même pas. Il y a beaucoup d'expériences qui vont être tentées dans les années 60 aux États-Unis, notamment le revenu minimum va être testé. On va le tester dans beaucoup d'États et de villes, hein, pour voir si ça marche, si les pauvres consomment correctement, par exemple. C'est la grande obsession de Johnson. Il ne veut pas que les pauvres dépensent leur argent en achetant de l'alcool ou des choses comme ça. Et donc, quand on lui propose l'idée, il dit pourquoi pas, mais est-ce qu'on est sûr que ça sera une bonne dépense en quelque sorte, et pas une mauvaise dépense? Donc, il y a des tests qui sont faits, mais on exclut systématiquement au début les populations noires, hein, parce qu'on pense qu'elles sont incapables de toute façon de faire face dignement à l'argent qui va arriver, qu'elles vont dépenser de manière inconsidérée, donc elles vont biaiser l'étude. Donc l'écrémage, il est parfois inconsciemment présent, hein, dans la tête de ces réformateurs. Et bien évidemment, l'écrémage dont parle l'article, hein, c'est l'adoption, hein, de mesures catégorielles qui vont triompher dans les années 70. Hein. On va décider, en arrivant, ces réformateurs ne vont pas arriver à s'entendre, donc ils vont fonctionner en silo. Ils vont donner à des catégories, les personnes handicapées, les pauvres handicapés, les femmes pauvres, etc. Donc on va multiplier les catégories et on va créer un système qui va devenir très très compliqué, hein, pour tout le monde, hein, j'en parlais, hein, pour les travailleurs et pour les pauvres eux-mêmes, et personne ne sait exactement à quoi il a droit. C'est tellement compliqué, il y a tellement de finesse juridique, que pour les pauvres qui ne sont pas aidés par des avocats, et beaucoup s'engagent à cette époque-là pour leur venir en aide, hein, c'est extrêmement difficile de comprendre le fonctionnement de l'assistance sociale, surtout qu'aux États-Unis, elle est à la fois nationale et fédérale dans les États, et avec des lois qui sont très différentes d'un État à l'autre. Donc c'est une vraie usine à gaz, et on le sait très bien, en France aussi, hein, ça contribue toujours à écrémer les plus pauvres. Très bien. Et alors, peut-être, Jean, comment le mouvement ATD Quart Monde s'est saisi de cette notion d'écrémage des pauvres? Donc, tu disais au tout début, on avait l'intuition, mais on n'avait pas encore théorisé les choses. Et comment, justement, une fois qu'on a théorisé les choses, enfin, voilà, quelle a été la suite de l'histoire pour ATD Quart Monde? Alors, la suite de l'histoire, c'est qu'on n'a plus tellement utilisé ce terme. C'est très curieux. En fait, on l'a popularisé à une certaine époque, et puis en interne et même à l'extérieur, on l'a plus tellement utilisé. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué dans cette logique sans utiliser ce mot. Et cette logique, je pourrais l'illustrer à travers plusieurs thèmes. Le premier thème, ça a été quelque chose qui est toujours omniprésent aujourd'hui, qui est ce qu'on appelle la priorité aux plus pauvres, ou la priorité aux plus pauvres au pluriel ou au singulier, le plus pauvre au singulier étant un peu l'archétype de celui qu'on n'a pas encore réussi à atteindre, ou les plus pauvres, peu importe. La priorité aux plus pauvres, ça veut dire investir davantage là où les besoins sont plus importants. Donc ça reste une constante du mouvement. Une deuxième chose, ça a été dans les années 80, à partir du moment où le mouvement a commencé à vraiment développer des liens très forts avec l'UNICEF. Ça a commencé, je pense, un peu avant l'année internationale de l'enfant, qui était en 79, et puis ça s'est développé. Le mouvement avait obtenu son statut consultatif auprès des Nations Unies, donc on avait la possibilité de dialoguer plus facilement avec l'UNICEF et avec son conseil d'administration. Et à un moment donné, on voyait l'UNICEF qui se fixait des objectifs du type vacciner 80% des enfants d'un pays. Et nous, on savait par expérience que les 20% qui ne seraient pas atteints seraient par définition les enfants les plus éloignés des centres, les enfants les plus pauvres, les enfants dont les familles, dont les parents n'avaient pas les moyens de se présenter pour la vaccination ou n'avaient pas l'information, etc. Peu importe les raisons, mais on savait très bien que cet objectif de 80%
laissant 20% sur la touche était pour nous totalement inacceptable. Et il était inacceptable aussi pour un certain nombre de dirigeants de l'UNICEF, et notamment pour James Grant, qui était le directeur général de l'UNICEF américain, un Américain à l'époque. Et on a réussi à faire adopter par le conseil d'administration de l'UNICEF une résolution qui s'appelle précisément Reaching the Poorest, atteindre les plus pauvres, et qui donnait à l'UNICEF l'objectif de l'exhaustivité, atteindre l'ensemble des enfants, et en commençant par les enfants les plus difficiles à atteindre. Donc ça, c'est une deuxième manière dont cet objectif de refuser l'écrémage, c'est une manière de dire positivement le refus de l'écrémage, et atteindre les plus pauvres, aller jusqu'au cœur de la cible. Disons, ensuite, il y a une troisième étape un peu plus lointaine, c'est les objectifs du millénaire et les objectifs du développement durable. Dans les objectifs de millénaire, on a eu droit au même calcul, au même partage qu'on avait vu avec l'UNICEF, diminuer la pauvreté de moitié. Quand les responsables du mouvement rapportaient ces objectifs du millénaire aux militants de base du mouvement, ça déclenchait parfois ou des colères ou des franches rigolades en disant « mais attends, 50% diminuer la pauvreté de moitié, nous on sait très bien dans quelle moitié on sera. C'est nous qui allons rester sur la touche. » Et donc, là aussi, pour nous, c'était totalement inacceptable. Et il y a eu tout un travail d'évaluation des objectifs du millénaire qui a conduit ensuite à l'adoption en 2015 des objectifs du développement durable, donc 15 ans après les objectifs du millénaire. Et les objectifs de développement durable ont adopté un slogan qui est le slogan de l'exhaustivité, justement. No one left behind, ne laissez personne sur le côté, ne laissez personne sur la touche. Alors, c'est une chose d'afficher un slogan et d'afficher un objectif, c'est autre chose de le réaliser, on le sait bien. Mais déjà, le fait d'avoir annoncé comme objectif que l'objectif, c'est d'éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et pas de se contenter d'un objectif partiel, c'est déjà un énorme changement. Donc, voilà 3 illustrations de la manière dont ce fil du refus de l'écrémage, depuis le camp de Noisy-le-Grand jusqu'à l'actualité de nos jours, a été tiré par le mouvement avec un vocabulaire qui a évolué. On n'a pas repris souvent cette notion, cette image. C'est une belle image, l'écrémage, parce que voilà, c'est prendre la crème. Prendre la crème, ça veut dire prendre il faut se rendre compte de ce que ça représente. Ça représente une pression énorme sur les plus dynamiques d'un quartier pauvre pour qu'ils quittent ce quartier et qu'ils rompent leur solidarité avec les personnes les plus pauvres qui vivent dans ce quartier-là. On leur demande de renier leur milieu d'origine. Alors qu'on n'est pas évidemment contre la promotion de ces leaders potentiels. On en a besoin, on doit pouvoir s'appuyer sur eux, mais nous voulons à ATD Quart Monde que ces éléments qui sont peut-être plus dynamiques, qui sont peut-être plus en capacité d'entrer en dialogue avec la société, le fassent en restant solidaires de leurs frères et sœurs les plus pauvres, qui sont peut-être moins dynamiques, moins conscients qu'eux, moins en route, moins en chemin, mais qui ont besoin de ces leaders pour sortir de la misère. Alors, on va revenir aux États-Unis. Romain Huret, vous en avez un petit peu parlé de donc cette fin de cycle qui a pu avoir donc fin des années 60, début des années 70. Et peut-être, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu, voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Comment ont évolué les choses? Voilà, vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure et c'était... Sur la question de l'écrémage, je pense qu'il s'est considérablement dégradé. L'écrémage n'a jamais été aussi violent, brutal aux États-Unis que depuis une quarantaine d'années. On a tous les indicateurs qui vont dans le même sens, et avec l'adoption de politiques d'évolution de prise en charge de la pauvreté.
qui ont contribué beaucoup à renforcer l'écrémage. Le cas le plus symptomatique, c'est la place considérable des fondations aux États-Unis, des fondations philanthropiques, qui jouent un rôle considérable, beaucoup plus qu'en France ou qu'en Europe, et qui jouent un rôle considérable dans la lutte contre la pauvreté dans tout le pays, dans des quartiers entiers, mais leur travail ressemble très souvent à ce dont Jean parlait, c'est-à-dire il faut sortir les plus talentueux, il faut les sortir de leur quartier, et il faut les envoyer vers Yale, Princeton, etc. Donc c'est la mise en place d'une politique d'excellence pour les plus pauvres qui doit vraiment faire sortir les plus talentueux, celles et ceux qui pourront couper le cordon avec ce milieu d'origine. Donc il y a ça c'est la première dynamique que je peux observer. La deuxième, elle est un considérable renforcement de la bureaucratisation des politiques sociales, avec la mise en place d'indicateurs extrêmement durs, extrêmement brutaux, qui sont à la fois des instruments de contrôle social, de surveillance des plus pauvres. Je prendrai qu'un exemple, mais que je trouve très intéressant, qui est un programme que vous connaissez peut-être, sur lequel travaille l'un de mes doctorants, qui est le programme Food Stamps, qui est un programme de coupons alimentaires aux États-Unis, qui est un programme dont on parle rarement quand on parle des États-Unis. Il est assez invisible, mais c'est un programme un programme fédéral qui est payé par l'argent des contribuables américains et qui permet aux Américains, à tous les Américains, de pouvoir acheter de la nourriture à l'aide de coupons alimentaires qui sont distribués sous forme de coupons, d'où le nom Food Stamps. Et depuis 20 ans, on a vu se mettre en place des mesures d'humiliation et de surveillance des pauvres. Quand je dis humiliation, on a mis par exemple en place des systèmes qui consistent à donner des coupons des coupons qui valent très peu. Qui valent, avant on avait des coupons 5 $, 1 $, 5 $, 10 $, donc vous pouvez passer en caisse avec 25 $, vous achetez pour 25 $, vous aviez 3 coupons. Maintenant, on donne des coupons souvent de 10 cents, de 10 centimes, 20 centimes, 30 centimes, pour obliger en quelque sorte les plus démunis à faire la queue, à sortir leurs coupons, etc. Et avec l'idée sous-jacente qui est terrible, que la honte provoquée par l'attente en caisse, où vous devez sortir tous vos coupons, pousseront les plus pauvres à réagir, à avoir honte de leur état, et donc à renoncer à demander l'assistance de l'État. L'autre mesure qui a été beaucoup critiquée, c'est la mise en place d'une carte bleue. On a remplacé les coupons par une carte bleue qui permet aux travailleurs sociaux de contrôler les dépenses automatiquement. C'est-à-dire que vous pouvez payer qu'en carte bleue, et la carte bleue et les dépenses sont lues dans les jours suivants par le travailleur social, qui peut décider que les dépenses sont mal faites et donc annuler. Donc ça, c'est l'exemple type de cette bureaucratisation, de cette surveillance qui s'est généralisée, du soupçon généralisé aux États-Unis pour les plus pauvres. Le troisième point, je crois, il ne faut pas l'oublier, mais les États-Unis ont adopté des mesures de limitation de l'assistance à l'échelle d'une vie. En 1996, on a réformé l'assistance sociale pendant l'administration d'un président démocrate, Bill Clinton, et on a limité à 2 ans dans la vie d'un individu majeur la possibilité d'avoir recours à l'assistance sociale, en estimant que cette limite temporaire allait naître le sursaut. Mais cette limite en soi, c'est un formidable écrémage. C'est-à-dire que pendant un temps, vous avez droit à une sorte vous avez 24 mois dans votre vie de misère, et puis après, vous vous débrouillez autrement. Mais voilà, l'État ne prendra en charge de toute façon qu'un temps limité de cette misère. Et la dernière chose, je pense que ce qui se produit aussi, même dans les phases, il y a eu des moments d'amélioration de la situation. Je ne vais pas tout noircir sur 40 ans. On a vu les taux de pauvreté baisser, notamment le taux de très grande pauvreté, avec des moments dans les années 90 où il y a eu un enrichissement considérable du pays. Mais à côté de ça, c'est de développer des inégalités, un écart entre les pauvres et les très riches, qui fait la marque aussi de fabrique des États-Unis aujourd'hui. Même ce n'est pas le seul pays à connaître cette évolution. Donc voilà, globalement, depuis 40 ans, cet écrémage, je pense, s'est développé
et un petit peu dans l'indifférence générale. Très bien. Alors, en parlant justement de cet exemple de la carte bleue, vous mettez le doigt aussi sur un phénomène qui est assez nouveau et qui devient complètement massif, c'est le recours au numérique. Et c'est notamment donc Philippe Varin qui devait nous rejoindre pour cette soirée qui n'est pas disponible. Donc lui, dans son article, il parle d'écrémage 2.0. Peut-être, Jean, est-ce que tu pourrais donner quelques éléments sur cet aspect-là? En écoutant ce que disait Romain Huret aussi, j'y pensais parce que je pensais à l'Italie, que je connais un petit peu, où on vient de mettre en place, il y a 3 ans à peu près, un revenu minimum qui s'appelle Reddito di Cittadinanza. Et c'est aussi une organisation bureaucratique absolument compliquée et rendue plus compliquée encore, d'une certaine manière, par la digitalisation. D'abord, pour faire la demande, il faut avoir une identité numérique, un numéro d'identité numérique qui est absolument nécessaire aujourd'hui en Italie, et ça va venir probablement dans tous les pays les uns après les autres, pour pouvoir poser le moindre acte administratif, parce que les demandes doivent se faire de plus en plus souvent en ligne, etc. Donc ça, c'est une première difficulté. Après, là aussi, le système prévoyait que le revenu soit versé sous la forme d'un versement sur une carte bancaire. Donc la carte bleue française ou une carte française, une carte de banque en Italie, délivrée par la poste, qui ne permet pas normalement d'identifier que vous êtes un bénéficiaire du revenu de citoyenneté. C'est déjà ça, c'est déjà positif, ce n'est pas toujours le cas. Mais l'objectif avoué et proclamé haut et fort par les promoteurs de la loi, c'était la traçabilité des dépenses. C'était de pouvoir faire la chasse aux dépenses immorales. Dépenses immorales, c'était le terme qui avait été utilisé par le leader du parti qui avait promu cette mesure. Et qui s'était d'ailleurs, quoi, les choses se répètent, affiché au palais à Palazzo Chigi, le palais du Premier ministre, en disant « Nous avons aboli la misère » avec cette mesure de la création du revenu de citoyenneté. Donc voilà, c'est un peu la même histoire qui se répète à 40 ans ou 50 ans d'intervalle. Donc la digitalisation, c'est aussi, vous en avez une formidable illustration. Tout à l'heure, Romain Huret parlait du film de Weissman, Welfare, mais il y a, rappelez-vous, le film de Ken Loach, Daniel Blake, où vous avez cet homme qui est toujours à la recherche de ses droits et qui se fait conduire finalement par une espèce de machine bureaucratique qui devient totalement opaque dans son fonctionnement. Et la digitalisation, Philippe Varin le montre bien dans son article, risque de renforcer cela, alors que, en soi, l'outil numérique pourrait être aussi utilisé dans un autre sens, si on le voulait, pourrait être utilisé pour donner aux travailleurs sociaux les moyens de se mettre à la recherche de ceux qui n'arrivent pas à faire valoir leurs droits, qui ne connaissent pas leurs droits, qui ne sont même pas conscients qu'ils ont des droits. J'ai toujours en tête, moi, le texte de Hannah Arendt qui parlait du droit d'avoir des droits. Je pense que c'est un droit dont les plus pauvres sont souvent privés. Ils n'ont même pas cette conscience qu'ils ont des droits à réclamer. Ou cette conscience, en tout cas, n'est pas vive. Et donc, il y a tout un travail à faire pour que les gens connaissent leurs droits et osent les demander et soient accompagnés dans toutes ces démarches pour les obtenir. Et notamment, aujourd'hui, dans ces démarches qui passent par la bureautique, qui passent par la digitalisation. Je lisais aujourd'hui qu'ici à Bruxelles,
où je suis, il y a mais ça se crée aussi dans d'autres pays, dans d'autres villes, des espaces numériques publics où alors ça peut être des bénévoles, ça peut être des organisations d'éducation populaire, des organisations syndicales, peu importe, mais se mettent à la disposition de la population pour les accompagner dans ces démarches numériques pour apprivoiser en quelque sorte un outil qui leur fait peur. Et donc, il y a vraiment un énorme risque d'écrémage supplémentaire que Philippe Moirin a bien mis en évidence dans son article, mais c'est un risque qui peut être conjuré si on prend des moyens pour y répondre. Merci. Alors, on va prendre quelques questions des internautes. Alors, on avait... alors, c'était des questions... Alors, il y avait une question sur justement l'objectif d'atteindre les plus pauvres. C'est comment on réussit à convaincre nos partenaires de cette nécessité, de cet objectif d'atteindre les plus pauvres en premier. Peut-être Jean ? Comment on réussit à les convaincre? Honnêtement, je ne sais pas. Il y a une dimension éthique, c'est sûr. Mais ce n'est pas ça qui... Si, ça peut jouer pour un certain nombre de responsables qui sont sensibles à cette hérésie que constitue en quelque sorte le fait de dire je laisse 20% de la population de côté. Mais ça ne suffit pas. Il faut trouver d'autres arguments. Un des arguments pour moi, c'est que tant que tout le monde n'est pas atteint, le risque existe que tôt ou tard, par un relèvement des seuils, un durcissement des mesures, certains qui étaient atteints aujourd'hui ne le soient plus à leur tour, demain. Donc, il y a une espèce de... Si on arrive vraiment à atteindre d'emblée les plus pauvres, on crée une espèce de garantie que tout le monde sera pris en compte. Je vais illustrer ça à travers un exemple. Un exemple que j'ai vécu dans mes toutes premières années de volontaire. J'étais à Marseille dans une cité d'urgence. Et il y avait tout un travail qui était fait en lien avec la mairie de Marseille, avec l'Office public des HLM de Marseille, pour favoriser la rénovation de cette cité d'urgence construite en 1956 à l'initiative de l'abbé Pierre et aussi, et pour que ces gens soit les logements soient rénovés ou la population relogée ailleurs. Et nous avions, mis en œuvre une politique délibérée de dire, mais la priorité doit être donnée aux familles qui ont le plus de difficultés. Et donc, quand nous présentions des dossiers, c'était d'abord ces dossiers-là. Et il y avait des mouvements, parfois, dans la population, dans l'ensemble de la population de cette cité. Je me rappelle de plusieurs familles qui s'en sortaient un petit peu mieux, notamment, je pense à un monsieur qui était le gardien de la cité. Il avait rejoint cette cité parce qu'il était à la rue avec sa famille, et puis il en était devenu un gardien à un moment donné, donc il avait eu une certaine promotion. Et puis à un moment donné, il me prenait à partie en disant « Mais ATD, vous en avez que pour les plus sales, les plus pauvres. » Enfin, c'était pas les plus pauvres. Il employait des termes beaucoup plus durs et beaucoup plus agressifs. Et donc, il avait bien compris où nous mettions notre priorité. Et puis à un moment donné, ce monsieur est venu me voir et il dit dans le fond, si je comprends bien, si vous défendez ces gens-là, vous allez nous défendre aussi. Alors que l'inverse n'est évidemment pas vrai. Donc, à travers cet exemple, j'illustre comment, en fait, se centrer et donner une priorité aux plus pauvres, c'est une garantie pour tous. C'est la garantie de l'exhaustivité. Tandis que si nous d'emblée, nous disons, nous allons nous concentrer
sur ceux qui sont les plus proches du retour à l'emploi, sur ceux qui sont les plus proches de l'accès au logement, sur ceux qui sont les plus proches de ceci, de cela, eh bien, nous allons laisser des gens de côté et nous pourrons donc créer les conditions pour que d'autres soient laissés de côté plus tard à l'occasion d'un changement de conjoncture ou de quoi que ce soit d'autre. Donc, je pense qu'il y a un argument éthique, il y a cet argument de l'efficacité que crée l'exhaustivité, la volonté d'exhaustivité. Alors, justement, cette priorité aux plus pauvres, elle peut s'incarner aussi dans la nécessité d'une approche presque sur mesure. Et donc, Romain Huret, vous en parlez un peu dans la conclusion de votre article. Vous parlez justement d'une nécessité d'une approche presque sur mesure. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu? Non, je pense que Jean aura beaucoup plus que moi à dire, mais dans beaucoup de pays, on est revenu de ces grands plans. Hein. On a parlé en introduction de zéro SDF ou fin programmée de la pauvreté en 12 ans. Je crois que la complexité de nos sociétés contemporaines nous invite à beaucoup de prudence dans la manipulation de ces slogans et au contraire à travailler avec les gens qui sont sur le terrain, à prendre en compte la diversité des situations de pauvreté, la diversité ethnique, la diversité sociale, l'âge, qui sont des facteurs qui vont donner, moi je travaille en ce moment sur les célibataires, par exemple, sur les gens qui n'ont jamais été mariés. C'est aussi une pauvreté qui est très spécifique et qui crée des mécanismes de désaffiliation avec l'âge très, très particuliers. Donc je crois qu'on a peut-être appris de ces grands rêves du XXe siècle, peut-être beaucoup plus en allant vers plus de modestie et puis en allant vers des choses qui soient mieux ciblées autour des diversités de situations de pauvreté. Je pense qu'on peut mettre en place des programmes. Il ne s'agit pas de nier tout rôle à l'État ou toute mise en place de programmes, mais on voit très bien à quel point la mise en place de programmes nationaux, de programmes publics. Il y a un exemple très célèbre aux États-Unis qui est la prise en charge des accidents du travail et du handicap lié au travail. Il y a des grandes lois qui ont été votées au début du XXe siècle pour venir en aide aux gens qui ont eu des accidents du travail, qui sont retrouvés dans une situation de grande précarité puisqu'ils ne pouvaient plus travailler, ayant perdu un doigt, une jambe ou à cause d'un accident du travail. Et ça a eu une conséquence, c'est que les employeurs ont décidé de ne plus employer d'handicapés aux États-Unis. Et c'est un des grands débats depuis 20 ans. C'est une volonté de faire revenir les personnes handicapées sur le marché de l'emploi. Mais on voit comment une mesure qui part de très très bonnes intentions, de protéger les personnes, peut en fait nuire à ces mêmes personnes dans la durée et produire et être contre-productive. Donc c'est ce que je voyais dans l'article. Je crois on est vraiment là, on est sur des approches qui sont beaucoup plus fines et qui me semblent à mon avis beaucoup plus pertinentes. Mais je pense que Jean est beaucoup plus compétent que moi en la matière sur cette nécessité d'aller au plus près des populations pauvres en matière de politique publique. Je sens qu'il y a un besoin aussi de rentrer dans la complexité aussi des situations. C'est vrai qu'on parle des personnes sous un seuil de pauvreté, mais effectivement, il y a tout un tas de situations. Et donc, ATD Quart Monde avait sorti une recherche sur les dimensions de la pauvreté, qui peut-être aussi, qui peut être des lunettes pour appréhender les situations. Peut-être, Jean, si tu veux en dire deux mots. Oui, c'est difficile d'en parler en deux mots, mais oui, c'est une recherche qui a donné lieu d'ailleurs à un numéro de la revue Quart Monde récent, donc qui montre qu'en fait la pauvreté, c'est pas nouveau, que la pauvreté est multidimensionnelle, qu'elle touche à tous les domaines de l'existence. On a élargi encore, parce qu'on parle souvent des différents champs que constituent la santé, le logement, etc. Et là, on a montré qu'il y avait des dimensions de violence, notamment de violence institutionnelle. On les a évoquées ici. La traçabilité des dépenses, les humiliations dans les supermarchés avec les billets de 10 cents, etc. C'est une violence institutionnelle.
et d'autres facteurs encore qui font que la pauvreté ne peut pas se résumer à ce qu'on croyait qu'elle était, à savoir ne pas disposer d'un certain revenu par rapport au revenu médian du pays. Et donc, voilà, ce ne sont pas des choses nouvelles, mais ce sont des choses qui permettent de mettre, notamment à travers la façon dont cette recherche a été conduite, de mettre de la chair, de mettre de la vie des personnes autour de notions qui peuvent paraître un petit peu théoriques. Mais quand on parle d'une mère de famille humiliée, d'un père de famille humilié parce qu'il se présente à la caisse d'un supermarché et qu'on le repère, qu'on le stigmatise, qu'on l'identifie comme un assisté chronique, etc., bien là, on touche à l'humain, on touche à quelque chose d'absolument fondamental parce que ça met en jeu la dignité des personnes. Alors, je voudrais quand même revenir sur... je suis tout à fait d'accord avec l'idée qu'il faut des mesures sur mesure, justement, appropriées à chaque situation. Et en même temps, il faut aussi quand même un encadrement pour que ces mesures spécifiques ne deviennent pas justement des espèces d'impasses où on enferme les plus pauvres, des mesures totalement conçues uniquement pour eux, pour une certaine catégorie de population. Il y a quelques années, au Conseil économique et social français, le représentant du mouvement de l'époque, c'était Didier Robert, je pense, avait fait un rapport intitulé « L'accès de tous aux droits de tous ». Alors, on peut avoir des politiques qui, dans un premier temps, apportent des réponses un petit peu spécifiques ou particulières pour compenser un retard dont est victime cette population particulière, mais l'objectif, ce n'est pas de créer des mesures particulières pour une population particulière qui vivrait dans des situations particulières. Je me rappelle que dans mon pays, ici en Belgique, à un moment donné, on avait créé ce qu'on appelait le Minimex, le minimum des moyens d'existence. Puis après, un gouvernement avait créé ce qu'il appelait le minimum d'électricité, le Minimélec. Et puis on allait créer d'autres choses comme ça. Et un jour, moi, je m'étais presque fâché dans une réunion publique avec des représentants politiques en disant « Mais attention, à force de créer un Minimex, puis un Minimélec, puis un mini-machin truc, vous allez vous retrouver avec des mini-citoyens. » C'est pas ça comme notre ambition, quand même. Notre ambition, c'est que les gens soient pleinement citoyens. Donc, à travers peut-être des mesures transitoires, particulières, mais des discriminations positives, etc., ils aboutissent à un parcours qui fait qu'ils soient considérés et qu'ils deviennent des citoyens à part entière. Très bien. Bah, écoutez, on s'achemine vers la fin de cet échange. Est-ce que l'un et l'autre voulaient avoir peut-être un propos en conclusion? Je peux peut-être commencer sur les États-Unis. Je pense souvent à un moment très important en 1968 qui a été la campagne des pauvres, qui a été voulu par un pasteur, un Martin Luther King, peu avant qu'il soit assassiné. C'était son grand projet après l'obtention des droits civiques pour tous les citoyens afro-américains. Il voulait lutter contre la pauvreté. Pendant plusieurs années, il a mené une action très importante contre la pauvreté. Il avait voulu ce grand rassemblement de toutes les associations, de tous les plus démunis à Washington, en les rassemblant sur le Mall, cette grande pelouse qui a à côté de la Maison Blanche et du Congrès. Il a été assassiné avant que la manifestation ait lieu, mais je trouve intéressant, et j'avais travaillé dessus quand j'étais plus jeune, ça avait été un moment très intéressant de rencontre entre des fonctionnaires qui travaillaient sur la pauvreté, les personnes dont j'ai parlé, avec les plus démunis, et j'avais pu lire les échanges très nombreux, les discussions très nombreuses, qui étaient passionnantes parce qu'elles mettait à jour toute cette... Alors, je ne parlais pas d'écrémage à l'époque, quand j'avais écrit sur cette rencontre tout à fait inattendue. On voyait très bien comment la confrontation, qui a été violente parfois, violente sur les mots utilisés, sur
les solutions préconisées, sur les impensés, les préjugés parfois, des travailleurs sociaux, des travailleuses sociales. Tout d'un coup, tout cela émergeait dans le discours public, dans le débat public, sur les mots utilisés. Il y avait par exemple la revendication d'être appelé monsieur ou madame par les plus pauvres, qui étaient souvent appelés par leur prénom et qui le vivaient très mal, cette marque de différenciation, jusqu'à des choses plus importantes sur l'écrémage, sur la stigmatisation, etc. Et je me dis que les États-Unis sont loin de tout cela, loin de ces moments où les pauvres occupent une place aussi prépondérante dans l'espace public. Et j'espère que le pays retrouvera à un moment ou un autre une telle place pour les plus démunis. Très bien, merci. Jean? Moi, je terminerai en disant que dans cette ambition qui est la nôtre de mettre fin à la misère, le refus de l'écrémage est un chemin obligé, est une ambition obligée aussi, et que, comme souvent, les plus pauvres sont en avance sur nous dans ce domaine. Et je voudrais vous donner un exemple, et je terminerai là-dessus. Au camp de Noisy-le-Grand, au début des années fin des années 60, début des années 70, quand le camp commençait à être résorbé et qu'on construisait des logements et la future cité de promotion familiale, il y a eu des familles, et je pense en particulier à une d'entre elles, qui répondait à tous les critères pour être relogée rapidement dans un HLM dans la région parisienne, à proximité de Noisy-le-Grand. Et cette famille et d'autres ont fait la même chose. On dit, nous ne partirons que lorsque telle et telle autre famille que vous ne voulez pas reloger partira elle aussi. Ces familles-là ont fait preuve d'un courage, d'un héroïsme extraordinaire, qui n'est pas connu et qui n'est pas reconnu. Elles ont refusé des offres de logement en disant non, prenez d'abord telle famille, elle en a plus besoin que moi, je ne partirai pas si je ne suis pas assuré que Madame Dupont ou Madame Dubois ou Madame Durand et sa famille soient elles aussi relogées. Ça, ces familles-là, pour moi, sont une boussole dans mon engagement. Et elles doivent être une boussole pour tous les militants du mouvement. Merci. Alors, moi, je voulais vous remercier tous les deux pour cet échange qui était vraiment très riche. Donc, je rappelle le numéro de la revue Quart-Monde. Donc, c'est ce numéro-là, numéro 260, l'écrémage des pauvres, retour sur l'histoire. Alors, il y a plein d'autres articles. On aurait pu inviter plein d'autres personnes. Donc, je vais citer quelques titres d'autres articles qui sont dans la revue. Il y a l'écrémage des pauvres 2.0 donc de Philippe Varin. Il y a Histoire d'un transporteur à pied en Centrafrique de Nick Tueisen. Rétablir l'égalité des chances de Axel Brodier-Dolino. Et c'est tout pour le dossier. Et donc voilà, on vous invite vraiment à lire cette revue. On vous invite aussi à vous abonner. C'est la période des fêtes, donc n'hésitez pas à prendre un abonnement à l'année ou sur 2 ans. C'est un beau soutien pour tout le travail de la revue. Et on sait que c'est assez conséquent comme travail. Ce qu'on peut mentionner aussi, c'est que la revue Quart-Monde est partenaire d'un événement qui aura lieu le 29 janvier au Collège des Bernardins. Peut-être, Jean, tu veux en dire un petit mot? Oui, c'est un colloque de clôture d'un séminaire qui a duré 2 ans et auquel j'ai participé pour réfléchir à une société plus fraternelle. Donc, l'objectif étant de publier un livre qui va sortir, qui sort ces jours-ci, je pense, et qui
qui sort aussi dans le contexte français de la campagne des présidentielles. Donc ça s'appelle « Votons la fraternité ». C'est 30 propositions et dans lesquelles on retrouve certains accents qui proviennent du mouvement ATD Quart Monde. Très bien, on va suivre ça avec intérêt. Eh ben, un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis en ligne et à bientôt pour un prochain live de la revue Quart Monde. Merci. Merci.